Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ouverture à Djerba en Tunisie de la 18e édition de la francophonie. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe aux travaux. La secrétaire générale de l'OIF, la rwandaise Louise Mushikiwabo, a relevé les enjeux qui attendent le monde francophone. Le numérique, gage de développement, au cœur de ce sommet. C'est parti pour la révision de la liste électorale. L'opération qui va durer 3 semaines prend fin le 10 décembre. Le fichier compte 7 millions d'électeurs. La commission électorale indépendante vise principalement les jeunes. La CEI espère enrôler au terme de ce processus 1 million de nouveaux inscrits. La Banque islamique de développement évalue le niveau d'exécution des projets agricoles qu'elle finance malgré quelques retards enregistrés. Les engagements restent maintenus. C'est ce qui ressort de la visite de terrain d'une mission de l'institution face au ministre de l'Agriculture. La banque a réaffirmé sa volonté d'accompagner le pays. Et puis au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, vient d'obtenir son récépissé définitif. Le président de la commission électorale valide la liste du parti. Le parti de l'ancien président, Boni Yahi, pourra ainsi participer aux législatives du 8 janvier 2023. Le spécialiste des questions monétaires, agrégé d'économie, se retrouve aujourd'hui grand avocat, défenseur de la femme. Et bien cela a une explication qui tire sa raison de son grand amour pour sa mère, rappelée à Dieu il y a quelques mois, et les autres mamans du monde, ces dames qui mènent le combat de leur plein épanouissement dans ces sociétés patriarcales sur la ligne de front des combats des femmes et des mamans contre les tenants de cette idéologie se trouve à leur côté le professeur Tchétché Nguessan. Il est l'auteur de l'œuvre Le Livre d'or des meilleures mamans du monde. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, dans cet ouvrage, vous dites que c'est un ouvrage pour sauver l'amour maternel. Tout à fait. Et justement, on en reparle juste après le tour de l'actualité. Et l'actualité, justement, qui nous conduit en Tunisie. Le monde francophone est à Djerba pour la 18e édition du sommet de l'organisation. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe aux travaux, de même que le président français et plusieurs autres chefs d'État. La question de l'innovation par le numérique, gage de développement, centralise les échanges. Franck Wadio est notre envoyé spécial. Les chefs d'État de l'espace francophone se sont donné rendez-vous sur l'île de Djerba, en Tunisie. Le président de la République tunisienne, Kais Saied, et la secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise Louise Mushikiwabo, ont accueilli leur hôte, dont le président de la République, Alassane Ouattara. Ce 18e sommet de la francophonie est celui de multiples enjeux autour du numérique. Le thème est choisi à dessein. Connectivité dans la diversité. Le numérique, vecteur de développement et de solidité dans l'espace audiovisuel. Le numérique qui est à la fois un nom et un adjectif. Il s'agit plutôt de définir son rôle comme vecteur de développement. Si on réussit aujourd'hui à Djerba, en Tunisie, et demain partout dans le monde, d'appréhender nos problèmes d'une manière plus humaniste, tout le monde en sortira vainqueur. Les pays francophones, durant ce sommet, vont engager le débat. L'organisation créée en 1970 est à la croisée des chemins. Il faut dire que ces 4 dernières années, le climat a été peu favorable. Des tempêtes d'une violence exceptionnelle ont secoué le monde et l'espace francophone. Une pandémie d'une ampleur inédite, la récession économique qui s'en est suivie, la multiplication de crises et de conflits politiques, les effets de plus en plus catastrophiques et de plus en plus tangibles du réchauffement de la planète. Mais je suis heureuse de vous dire que ces circonstances adverses ne nous ont pas empêchés d'avoir des résultats probants et encourageants. Une organisation ne peut pas changer, ne peut pas se réformer sans l'accompagnement des États membres, vous, les actionnaires de la francophonie. L'ouverture officielle close la traditionnelle photo de famille. Les chefs d'État ivoiriens et français et plusieurs de leurs homologues ont poursuivi les échanges sur le perron de la salle dédiée au sommet.
Le sommet des chefs d'État et de gouvernement ouvert donc ce samedi. Hier, vendredi, il s'est tenu la 43e conférence des ministres de la francophonie en présence de la ministre de la Culture, Françoise Remarque. Il a été notamment question de coopération multilatérale, du point des engagements du dernier sommet d'Erevan en Arménie. Et sur place ici en Côte d'Ivoire, l'actualité dominée par la révision de la liste électorale. La CEI a lancé l'opération ce samedi. Cela va durer 3 semaines jusqu'au 10 décembre prochain. Le fichier compte 7 millions d'électeurs. La commission électorale indépendante vise principalement les jeunes. Elle espère enrôler 1 million de nouveaux inscrits. Moussa Konaté. Lancement officiel de la révision de la liste électorale. À Beauville, chef-lieu de région de l'Agné-Biatiassa, choisi pour le coup d'envoi. Il s'agit pour la commission électorale indépendante de mettre à jour le fichier électoral et d'actualiser la base de données des électeurs. L'établissement de la liste électorale est la porte d'entrée pour tout le processus électoral. Parce qu'il n'y a pas d'élu sans électeur. Il n'y a pas d'électeur sans que vous ne soyez inscrit sur la liste électorale. Parce que c'est l'inscription sur la liste électorale qui vous confère la qualité d'électeur, laquelle qualité vous permet d'être un invité au jour de l'élection. Alors, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pourrez jamais choisir celui que vous voulez. Voilà pourquoi il est important que vous veniez vous inscrire sur la liste électorale. Selon la CEI, le nombre total des électeurs en Côte d'Ivoire est estimé à environ 12 millions de personnes. À ce jour, la liste électorale enregistre 7,5 millions d'électeurs. Il y a donc près de 5 millions de potentiels votants à pêcher. Pour réussir ce pari, les élus, cadres, guides religieux et acteurs communautaires sont mis à contribution dans la sensibilisation des populations. Aidez-nous à faire en sorte que le bond qualitatif observé en 2020 et qui a permis la captation de près d'1 million de nouveaux électeurs soit conservé ou amélioré. C'est au prix des efforts de tous que nous arriverons à atteindre nos objectifs. La commission électorale est prête à vous accueillir partout. Venez vous inscrire sur la liste électorale parce que c'est ce qui détermine l'avenir de ce pays. Participez au choix de ceux que vous voulez voir à la tête de notre pays ou à la tête de nos circonscriptions administratives. Pour l'opération, plus de 6 900 équipes de la CEI sont déployées sur tout le territoire national. Justement, la révision de la liste électorale concerne tout le pays. L'opération a également démarré à Bobo, comme dans d'autres communes à Abidjan. Le vice-président de la CEI, Koné Sourou, était dans la commune pour donner le coup d'envoi. Les autorités municipales ont appelé les populations à s'inscrire. Angela Diallo, Didier Nguesson. Au premier jour de l'ouverture des centres d'enrôlement, quelle est l'effectivité sur le terrain? À Cocody, au groupe scolaire Château, les populations se font encore désirer. Nous sommes ici depuis 8 heures. Vu la pluie, il n'y a pas eu trop d'hommes, il n'y a pas eu de gens. Donc, tout se passe bien, nous attendons d'autres personnes à venir. Je suis venu me faire enrôler pour pouvoir participer aussi aux devoirs du pays. Direction Williamsville dans la commune d'Adjamé. Dans cet établissement, le personnel de la CEI est en place, attendant les nouveaux majeurs et autres personnes désireuses de se faire enrôler. Nous sommes effectivement installés depuis 8 heures et là nous attendons la population. Centre préscolaire d'Abobo, quelques personnes sont venues se faire enrôler. Il y a peu d'affluence. Les populations, nous voulons leur dire de venir se faire enrôler, de venir s'inscrire sur la liste électorale. Parce que c'est important pour nous. Le représentant de la mairie d'Abobo lance un appel aux populations. Madame la ministre d'État, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, nous a laissé des instructions fermes. Donc, d'inviter toutes les populations de la commune d'Abobo qui sont déjà inscrites à aller pour la révision et pour les nouveaux majeurs d'aller dans les 172 centre d'enrôlement. Le vice-président de la CEI s'est dépêché sur les lieux pour contrôler le début de l'opération. Nous sommes venus pour lancer l'opération et en même temps sensibiliser les responsables politiques, les responsables des communautés religieuses, les responsables des chefs coutumiers et les jeunes, les femmes, amener l'ensemble des populations d'Abobo à aller à la révision de la liste électorale. Parce que quand vous voulez participer à une élection, c'est l'opération la plus importante, sinon
indispensable. C'est au centre culturel d'Abobo que l'opération d'enrôlement a été lancée dans la commune. Les chefs traditionnels, responsables de partis politiques et la population sont sortis massivement pour l'occasion. Abobo comptabilise 172 centres d'enrôlement. Une révision de la liste électorale qui va servir pour les élections locales de 2023. Pour les municipales, le RHDP a déjà son candidat à Yopougon. C'est Adama Bictogo qui va défendre les couleurs du parti dans cette commune. C'est hier que le président du directoire, Gilbert Kone Kafana, l'a présenté officiellement. On le voit avec Moussa Konati. Adama Bictogo est le candidat du RHDP pour les élections municipales à Yopougon. Le président de l'Assemblée nationale est présenté officiellement aux militants. Il est le choix du directoire du RHDP, présidé par Gilbert Kafana Kone, actuel maire de la commune. Un parti politique comme le RHDP ne peut pas se permettre de rater la première commune de Côte d'Ivoire. Je te confie donc aujourd'hui le RHDP de Yopougon. En même temps, je te confie les prochaines échéances du parti. Que ce soit les élections municipales dont tu conduiras la liste, que ce soit les élections présidentielles. Je te donne pour mission, au nom du président du parti, la mission de faire gagner le RHDP à Yopougon. Défendre les couleurs du RHDP lors des futures batailles électorales dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Adama Bictogo mesure l'ampleur de sa mission. Il s'engage donc à relever le défi. Le président du directoire vient donc de me confier à vous. Il y a une chose que je sais faire, un peu comme lui, j'aime travailler. Mais ce que je ne supporte pas, c'est l'échec. Il est déjà un peu apaisé, mais son bonheur sera plus grand. Au soir de notre élection ici, voyant le RHDP triompher, c'est le seul cadeau que nous pouvons lui retourner. Il nous a préparé pour prendre la suite. Et cette suite, nous allons la prendre. Et nous allons gagner. Adama Bictogo, candidat choisi par le RHDP, appelle aussi à la mobilisation de l'ensemble des militants de Yopougon pour la révision de la liste électorale qui démarre ce samedi 19 novembre. On change de commune. L'ambassadeur Eric Taba a pris part à une série d'activités à Cocody, une opération coup de balai avec les résidents des cités Latry, dépistage du cancer du col de l'utérus et une rencontre avec les chefs gouraux, des moments de sensibilisation, mais aussi de belles communions avec les populations. On le voit avec Astor Touré. Le collectif des résidents des 3 cités Latry du quartier lycée technique de Cocody et environ en pleine opération coup de balai en cette matinée. Munis de machettes, de pelles, de tronçonneuses, de balais, de râteaux, de brouettes, cette action de salubrité qui est à sa 2e édition vise à embellir le cadre de vie. Une action encouragée et soutenue par Eric Taba, ambassadeur, chef protocole du président de la République, qui leur a offert le nécessaire. Nous sommes dans l'opération Ma Cité Propre. Monsieur Eric Taba nous a fait une grande surprise parce que ça, c'est du jamais vu au lycée technique. Après cette action de salubrité, Eric Taba était aux côtés des femmes de la cité Sogefia de Cocody Centre pour les sensibiliser à se faire dépister contre le cancer du sein et de l'utérus. Dans cette cabine, l'heure est à la sensibilisation. On ne meurt plus du cancer. Le cancer, quand il est dépisté tôt, tu es sauvé. Raison pour laquelle chaque octobre, on essaie de faire l'octobre rose pour mener les femmes, pour sensibiliser les femmes à se dépister du cancer du col de l'utérus et des seins. C'est notre petite contribution par rapport donc au mois d'octobre rose. Les ONG là qui ont décidé avant et puis qui m'ont demandé d'accompagner. Et je l'ai fait avec plaisir. En fin de journée, il a été reçu par le chef de province de la haute chefferie traditionnelle Gouro, Boti Bizoro Boniface, à son domicile. Cette visite du chef protocole du président de la République s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres fraternelles. Au niveau de l'agriculture, une mission de la Banque islamique de développement est sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des projets agricoles. Malgré quelques retards enregistrés, les engagements restent maintenus. Ce sont les assurances que la banque a données ce vendredi à Abidjan au ministre Kobena Kwasi Adjoumani, Lansine Bakayoko.
Aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager, production et traitement des semences certifiées de riz en Côte d'Ivoire. 2 projets financés par la Banque islamique de développement en vue de produire du riz en masse et en qualité, créer de meilleures conditions de transformation et de commercialisation avec l'implication des communautés rurales, notamment les jeunes et les femmes. Plus de 5 années après le démarrage de ces projets, la mission d'évaluation de la Banque islamique de développement espère une cadence d'exécution plus rapide. La mission a eu l'opportunité de faire les premières observations à partir des visites terrain. La banque est vraiment disposée à faire en sorte que nous puissions avancer dans le développement de l'agriculture et surtout du développement rural. Nous sommes très impatients de partager la vision et les résultats de cette évaluation de portefeuille pays une fois le rapport achevé. Ces projets rizicoles visent à contribuer à l'autosuffisance alimentaire et surtout à créer des emplois d'exploitants et d'ouvriers agricoles performants. Dans cette dynamique, l'urgence pour la Côte d'Ivoire est d'améliorer la compétitivité de son outil de recherche agronomique. Aucune agriculture ne peut se développer sans la recherche agronomique. Grâce au président de la République, nous en disposons et ce centre doit être réhabilité, ce centre doit être financé et la BID s'engage à financer donc la réhabilitation de ce centre pour le mettre à niveau. Une proposition bien accueillie par la banque qui pour l'heure mise sur l'aboutissement diligent du projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager, tout comme celui de production et de traitement de semences certifiées de riz. Des projets pour lesquels sa contribution financière avoisine les 32 milliards de francs CFA. Et le district autonome de Lac implique les chefs traditionnels dans la cohésion sociale et le développement. Ils sont plus de 300 qui participent à un atelier à Dimbokro. Ils vont faire des propositions face à l'orpaillage clandestin, le conflit éleveurs-agriculteurs et le problème des feux de brousse. Djeneba Ouattara, Charles Tatou. Le développement du district autonome des Lacs, une priorité pour Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur. À son actif, plus de 300 chefs traditionnels issus des régions du Nzi, du Bélier et de l'Ifou se sont retrouvés à Dimbokro. Rencontre pour réfléchir sur les problèmes qui minent les différentes circonscriptions administratives du district, notamment l'orpaillage clandestin, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et les feux de brousse. Pensez-vous vraiment que tous ces appuis venant de l'État de Côte d'Ivoire ne seraient pas plus utiles à renforcer le développement de notre district, à mieux organiser les femmes dans leur autonomisation et à permettre à nos jeunes de s'installer dans une profession durable? Quelle contribution de nos chefs traditionnels à la cohésion sociale et au développement du district autonome des Lacs? Tel est le thème de cette rencontre de réflexion. Les travaux ont connu la présence de plusieurs autorités administratives, de même les représentants du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Les chefs, au regard des missions qui leur ont été accordées, c'est de promouvoir la paix et de participer donc aux actions de développement en fait, de l'État. Ce que le ministre de l'Intérieur nous a demandé de dire, c'est d'encourager les chefs à faire le travail qui leur revient sur le terrain. Les éléments de contribution que nous avons recueillis seront versés pour enrichir donc les initiatives afin d'endiguer ces fléaux. Des motions de reconnaissance faites au chef de l'État Alassane Ouattara et à la ministre-gouverneur des Lacs pour les actions en faveur du développement et du bien-être des populations. Le FARI, c'est le Forum africain pour la recherche et l'innovation. La première édition, c'était le mois dernier. Les ministres de l'espace CEDEAO, en charge de la recherche scientifique et l'innovation, ont évoqué l'apport de ce secteur dans le développement. Godefroy Okambawa. Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, accueille sur son sol le premier Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI. Les experts et ministres de la recherche et de l'innovation de l'espace CEDEAO sont réunis pour plancher sur la question. Tous sont conscients de ce que pourrait apporter l'innovation dans la transformation des économies nationales et dans la réponse aux défis mondiaux. Entre autres, la modernisation de l'agriculture et la réduction du taux de chômage. Et pour tirer le meilleur profit de ces assises, les réflexions sont axées autour du thème « Science, technologie et innovation » pour une CEDEAO
plus compétitive. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les domaines de la biologie, le recyclage, les technologies du futur, il y a des choses qui sont en train de se passer. Nous sommes en train de poser un pas pour le futur, pour notre sous-région, et nous sommes pleins d'espoir. Le FARI est pour nous un élément de promotion de la science au plan régional qui permet donc d'accueillir tous les scientifiques, des éminents scientifiques, très grands lauréats à travers le monde, qui travaillent dans des organisations internationales, afin que par leur expérience, parce qu'ils ont appris, qu'ils puissent inculquer cela à la jeunesse africaine, à la jeunesse de notre région, et aussi qu'il y ait ce rapprochement entre les chercheurs du monde et ceux de notre région. Le Forum africain pour la recherche et l'innovation FARI est le résultat de la mise en œuvre du plan d'action de la politique de la CEDEAO sur la science, la technologie et l'innovation adopté en 2012. En sport, 3 jours après leur succès éclatant face au Burundi, c'est le coup d'arrêt aujourd'hui. Les éléphants battus par les étalons 2-1. La Côte d'Ivoire était face au Burkina Faso pour son deuxième match amical. Le résumé d'une défaite avec Arsène Kouassi, Patrick Datier. En dépit de son caractère amical, la rencontre Côte d'Ivoire-Burkina Faso est un derby sous-régional. Un match que les éléphants démarrent idéalement, mais ce sont les étalons qui débloquent la situation grâce à Edmond Tapsoba. Mais l'avantage n'est pas pour longtemps. 10 minutes suffisent au pachyderme pour obtenir le droit de réponse. Sangaré Ibrahim profite d'une tentative de Pépé pour égaliser. 1-1. Le match s'anime à l'image de Bertrand Traoré qui frôle le cadre. Très en vue dans ce match, l'attaquant burkinabé vient à obtenir un penalty parfaitement transformé par Edmond Tapsoba qui s'offre le doublé. 2-1 à la pause. Mené, Jean-Philippe Crasso entretient le sursaut d'orgueil des Ivoiriens en seconde période avec cette tentative, mais le gardien burkinabé Hervé Kofi a le réflexe qu'il faut. En dépit de la bonne volonté des coéquipiers de Séjourier de revenir dans la partie, le score en reste là, 2-1, score final. Les Burkinabés obtiennent une victoire historique et parviennent à vaincre le signe indien face aux éléphants. Dans le reste de l'actualité au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, vient d'obtenir son récépissé définitif. Le président de la commission électorale valide la liste du parti qui pourra ainsi participer aux législatives du 8 janvier 2023. C'est la première fois que le parti de l'ancien président Boni Yayi va participer à une élection sous les Patrice Talon. 7 partis sont qualifiés pour ce scrutin. Et c'est le moment d'ouvrir la page consacrée à la culture. En littérature, Mawasmoro Bakayoko compte 10 années d'écriture. Écrivaine romancière, c'est l'une des figures de la littérature des civilisations africaines observées au cours de ces dernières années. Une réflexion menée sur ses œuvres à l'université Félix Houphouët-Boigny. Godefroy Okambawa. Sa passion pour l'écriture a débuté en 2012 après des années passées à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. De cette expérience, elle découvre la réalité de l'immigration clandestine. Cela lui donnera de la matière pour ses œuvres. 10 ans aujourd'hui que Mawa Bakayoko écrit et peint les réalités des sociétés africaines à travers ses œuvres. Dans la vie, on a parfois un engagement, on a parfois une passion. Et cet engagement-là, on le porte, c'est comme un engagement de vie. Et donc, me mettre à écrire répondait à ce besoin de partage. Ce besoin de partage m'est soutenu par une cause, celle de l'Afrique. Vouloir parler de l'Afrique, vouloir décrire les mots qui plombent l'envol de l'Afrique. Et donc, à tout instant, mon regard se porte sur tout ce qui ferait la vie de la société. Et donc, la société elle-même m'inspire, l'Afrique m'inspire. La journée d'études consacrée à ses écrits a été l'occasion pour les hommes de lettres et passionnés de la lecture de mener la réflexion autour de la thématique Mawa Bakayoko, 10 ans d'écriture des sociétés africaines
en transit. Tout ce que Mawa retrace est une vérité, est du vécu et le retrace dans un style particulier que tout le monde peut comprendre. En 10 ans, elle nous a sorti 10 pépites. Moi, j'ai eu l'avantage d'intervenir sur sa première œuvre, La Rébellion des Antigues, en tant que préfacier. Et donc, j'ai pu voir là, la volonté d'une dame de rendre compte de son temps, mais de façon romancée. Révélée avec l'œuvre Sous le joug d'un Dangadé, Mawa Bakayoko est auteur d'une dizaine d'œuvres. Romancière et nouvelliste, elle est reconnue pour son attachement aux valeurs culturelles africaines. C'est un rendez-vous annuel bien connu dans la commune d'Abobo. Le Festica 2022 est lancé. La 12e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo se tient les 23, 24 et 25 décembre. Plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs attendus à cette fête. Le commissaire général de l'événement, Kunta Mader, a donné les couleurs. On le voit avec Serge Pacom Didier Nguessan. Le Festival culturel des arts d'Abobo, Festica, remet le couvert pour un 12e service de table. Les 23, 24 et 25 décembre prochains, plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs se succéderont sur la scène du festival. Kunta Mader, commissaire général, annonce les couleurs. Nous avons décidé que le carnaval, la Festica Carnaval, prenne une autre dimension. Et au lieu d'un seul jour, le Festica Carnaval va s'étendre sur 3 jours. Nous avons prévu que le concours Miss, qu'on appelle Miss Festica, ne se limite pas seulement à la lisière d'Abobo, que ça dépasse les frontières d'Abobo. Le Festica se faisait que nuitamment. Voilà. Et nous avons décidé que ça se fasse matin, midi et soir. À cette édition, les participants diront non à l'immigration clandestine, sujet des réflexions qui animeront le Festica. La culture acquiée sera à l'honneur, une des innovations majeures. C'est tous les artistes de ces pays, de notre pays acquié, Abé, qui sont là. La musique acquiée ne va pas sans parler de danse. Évidemment, vous allez nous parler d'escargots, mais il n'y a pas que les escargots, les amis. Il y aura le pied casseux. La radiodiffusion télévision ivoirienne est au nombre des partenaires qui accompagnent le promoteur culturel. La RTI ne pouvait donc pas rester en marge de cette belle célébration. Et ce festival qui, depuis 12 ans, aujourd'hui, a écrit ses lettres de noblesse, ne pouvait qu'être mis au grand jour. Et qui mieux que la RTI pour faire la promotion de nos valeurs culturelles. Le Festica 2022, c'est aussi le social avec la réhabilitation d'écoles primaires, la scolarisation d'enfants issus de familles démunies, d'où le soutien de l'UNESCO, du ministère de la Culture et de la Francophonie et de la mairie d'Abobo. Je voudrais donc vous dire merci au nom donc de Madame le maire. Elle m'a demandé donc de vous saluer et Kunta de te féliciter pour cette idée lumineuse. Parce que Abobo, c'est la commune de la culture, c'est la commune des artistes sportifs. Les artistes Baby Philippe, Yabongo Lova, le magnifique Amsa Bari du Burkina Faso sont annoncés au Festica. Le village d'Abata dans la commune de Benjerville a abrité la 2e édition des RIMA, les rencontres internationales des marionnettes d'Abidjan. Cette rencontre a mis au cœur des festivités la célébration de la paix. On le voit avec Issa Tionaniro. Abata, commune de Benjerville. Célébration, la 2e édition des rencontres internationales de la marionnette d'Abata. Parade dans le village, puis prestations artistiques, meubles, la cérémonie d'ouverture. Double médaillé des Jeux de la francophonie et lauréat du prix d'excellence dans la catégorie des arts vivants avec sa compagnie Ivoire Marionnette. Soro Badrissa indique que la création de ces rencontres vise à inculquer la culture de la marionnette aux populations. Nous avons mis la Côte d'Ivoire à l'échelle mondiale de la marionnette avec 2 médailles d'or. Donc pour maintenir le niveau, il a fallu vraiment créer une activité et pour qu'on puisse rassembler, on va dire, les acteurs de la marionnette du monde en Côte d'Ivoire. Pour cette 2e édition, la paix est au cœur des préoccupations. On a une conviction avec Ivoire Marionnette que l'art est un médiateur de paix. Et Soro l'a rappelé tout à l'heure que la marionnette, c'est l'art de tous les arts qui mélange plusieurs formes d'art. Donc après tout,
la marionnette, en tant qu'art de tous les arts, est aussi un des vecteurs les plus forts de paix finalement. La thématique de l'année concernant la paix est quelque chose qui m'accroche. Nous voulons la paix pour la Côte d'Ivoire, donc évidemment, je ne peux pas trouver d'inconvénient à m'associer à cela. Les rimas se veulent un creuset de la diversité et du dialogue des cultures. À cet effet, plusieurs pays prennent part à ces festivités. Le livre d'or des meilleures mamans du monde, c'est l'œuvre du professeur Tchétché Nguesson, l'invité de la page culture que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Le professeur Tchétché Nguesson, qui est agrégé d'économie, spécialiste des questions monétaires, comment il se retrouve dans la maternité? Merci beaucoup. Je me suis retrouvé à travailler sur la maternité à l'occasion du rappel à Dieu de ma mère. Lorsque j'ai perdu ma mère il y a quelques mois, j'ai beaucoup médité sur sa vie, ses joies et ses peines, et je me suis rendu compte en dernier ressort qu'elle a beaucoup souffert parce qu'elle a appartenu au genre féminin. Et donc, toutes les problématiques des femmes me sont venues et j'en ai tiré quelques enseignements que je partage dans ce livre. Parmi tant d'autres enseignements que vous avez, on peut citer. Par exemple, est-ce que l'amour maternel est inné chez la femme ou bien ou est-il contingent? La pensée dominante considère que l'amour maternel est inné chez la femme, c'est-à-dire que c'est naturel. Alors que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que l'amour maternel est contingent. En conséquence, il faut y travailler. Parce que si l'amour maternel est inné chez la femme, si c'est naturel, on n'a rien à faire. La nature s'en charge, ça va développer l'amour maternel, ce qui fait que les femmes vont bien s'occuper des enfants, ils seront bien éduqués et les pays pourront en profiter. Mais si l'amour maternel n'est pas naturel, c'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures au niveau des familles. Par exemple, une femme qui est aimée dans son foyer aura tendance à donner de l'amour maternel à son enfant par rapport à une femme qui est maltraitée. Donc il faut prendre soin des femmes dans les familles. Dans les entreprises, il faut embaucher les femmes, les évaluer selon leur talent et non leur sexe, et non les préjugés sexuels. Et au niveau national, il faut accorder les places qu'elles méritent aux femmes. Autrement dit, l'épanouissement des familles, la croissance des entreprises et le développement des pays sont subordonnés à la valorisation des femmes et au développement de l'amour maternel. Alors, quand vous dites tout ça, professeur, on a envie de dire que c'est un pavé dans la mare des sexistes. Mais bien sûr, les sexistes, il faut progressivement les ramener à la raison, parce qu'il n'y a pas de justificatif au fait qu'on maltraite les femmes simplement parce qu'elles sont du sexe féminin. Et quand je dis qu'on les maltraite, il vient de paraître un livre important sur les femmes qui montre comment on tue les femmes simplement parce qu'elles sont des femmes, soit dans leur foyer, ou bien alors il y a des femmes qui n'ont pas droit à des postes simplement parce qu'elles sont des femmes. Mais il faut même aller jusque dans l'enfance. La scolarisation des filles, il y a plusieurs régions dans nos pays où les filles ne sont pas scolarisées simplement parce qu'elles sont des filles. Alors que sans s'accorder l'importance, sans valoriser les femmes, aucun pays ne peut se développer. Et c'est surtout quand c'est dit par un économiste. On en reparle tout à l'heure, le temps de regarder le résumé de l'œuvre de Serge Pacom, Didier Nguesson. Le livre d'or des meilleurs moments du monde, une œuvre littéraire écrite par Tchétché Nguesson, professeur titulaire des sciences économiques et directeur honoraire du Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Le livre d'or des meilleurs moments du monde, un hommage que l'auteur rend à sa défunte mère, Tchétché Réunion Madeleine, dont le départ pour le voyage sans retour fut un choc inattendu pour lui. Une sorte de méditation de l'auteur sur la vie de sa défunte mère sur la terre des hommes. Ses joies, mais surtout ses peines, les maltraitances, les injustices du fait de son statut de femme. À travers sa mère, l'auteur rend hommage à tous les mamans du monde. Tchétché Nguesson veut combattre les injustices qui ont gâché la vie de sa mère pour que les autres femmes en soient préservées. Il appelle donc à un engagement des lecteurs dans les batailles qui sont menées pour la défense des causes des femmes et des mamans pour faire avancer davantage leurs droits. L'auteur s'interroge sur les prérogatives d'une mère, l'essence des thèmes maternité,
L'amour maternel, maternité consentie, maternité imposée. Ce livre propose un nouveau paradigme dont les hypothèses sont étayées par les témoignages de personnalités de premier plan à l'endroit de leur maman. Pour l'auteur, l'on doit transformer la société en faveur des femmes, motiver toutes les femmes à faire des arbitrages de manière à faire partie des meilleurs moments du monde. Cette œuvre littéraire de 157 pages est une invite à la valorisation des femmes, des mamans par la société pour faire disparaître le sexisme, la misogynie et les discriminations négatives faites contre les femmes. Et justement, professeur, vous établissez 3 niveaux chez les mamans. Vous avez les meilleures, les bonnes et les mauvaises. Alors, est-ce qu'il y a vraiment des mauvaises mamans? Est-ce que ça existe? Bien sûr, la pensée dominante considère que toutes les mamans sont bonnes. Ce n'est pas vrai du tout. Au XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau comme précurseur, on dénommait 2 catégories de femmes, les mauvaises et les bonnes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut 3 catégories, les mauvaises, les bonnes et les meilleures. Mais pour vous rassurer, les mauvaises mamans, ça existe vraiment. Il y a des mamans qui abandonnent leurs enfants. Il y a des mamans qui... Ça peut se comprendre, il y a des raisons. Par exemple, une femme n'aime pas un monsieur qu'on l'amène à épouser de force. Si un enfant sort de ce mariage, il y a beaucoup de raisons que la maman n'aime pas l'enfant. Donc, les mauvaises mamans, ça existe. Il y a un livre qui retrace 2000 ans de vie de mauvaises mamans. Les mauvaises mamans, ça existe réellement. Alors, parlons alors des meilleurs que vous prenez. Dites-nous quels sont les éléments constitutifs des meilleures mamans, selon vous. Voilà. Alors, pour les meilleures mamans, je considère que c'est important parce que les jeunes filles qui sont appelées à se marier, les mamans qui ont embrassé la maternité, se demandent mais comment faire pour être une meilleure maman. Alors, j'ai identifié 8 valeurs que doivent incarner les femmes pour compter au nombre des meilleures mamans du monde. Par exemple, la première valeur, c'est de mener sa grossesse jusqu'à terme. Ça a l'air de rien, mais ce n'est pas évident. Vous savez qu'une grossesse, ça dure presque 9 mois. Mais le plus difficile, c'est qu'une femme peut se faire grossir par un homme. Et quand elle annonce à l'homme que tu m'as grossi, l'homme peut lui dire que ce n'est pas moi. Et une fois que l'homme a dit que ce n'est pas moi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Celles qui comptent au nombre des meilleures mamans du monde conduisent la grossesse jusqu'à terme. Vous connaissez peut-être l'auteur qui s'appelle Alain Makou. Bien sûr. Il est un grand auteur. Oui. Lorsque sa mère a contracté sa grossesse, son père a refusé de reconnaître l'enfant, de reconnaître la grossesse. La maman a fait l'effort d'aller jusqu'au bout et elle a enfanté Alain Mambankou, qui aujourd'hui est l'un des meilleurs auteurs africains. Ah oui. Vous voyez? Donc, ça, c'est une des valeurs. L'autre valeur, c'est de pouvoir accepter que son enfant souffre pour son propre bonheur. C'est-à-dire, vous acceptez que l'enfant souffre pour son propre bonheur. C'est arrivé, par exemple, à Bernard Dadier et Amadou Kourma, qui sont nos meilleurs auteurs ici. Amadou Kourma, sa maman s'en est séparée à 7 ans. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'était mieux pour lui qu'il parte de la maison. Et il ne l'a revu qu'après 26 ans. Il était déjà un grand auteur. Enfin, pas un grand auteur, mais il était déjà adulte pratiquement. Il était sur la bonne voie. Dadier, c'est la même chose. Le premier enfant de la mère de Dadier, c'est une fille, elle est décédée. La deuxième, c'est une fille, elle est décédée. Donc, quand Dadier est né, Bernard Dadier, sa maman n'a pas voulu qu'il reste avec elle. Elle avait peur de le perdre aussi. Elle avait peur de le perdre. Donc, elle s'est détachée de Dadier dès les premiers jours. Et Dadier ne l'a revu que plus tard, vraiment plus tard. Dieu merci, il est devenu l'un des meilleurs écrivains ivoiriens. Donc ça fait deux valeurs que doivent incarner les mamans, mais il y en a d'autres. On n'a pas le temps de les épuiser. Oui, bien sûr, parce qu'elles ont un combat, parlons maintenant du combat le plus large, c'est leur émancipation dans la société. Mais aujourd'hui, où se trouve le combat des femmes sur ce chemin de l'émancipation, de l'égalité homme-femme, etc. Oui, le vrai problème des femmes aujourd'hui, c'est qu'elles ont emporté des combats, c'est-à-dire qu'elles sont passées de la maternité imposée, parce qu'avant on leur imposait la maternité, tu n'as pas le choix. Tu fais un enfant et tu ne choisis pas quand tu veux faire l'enfant. Aujourd'hui, grâce à la contraception, elles peuvent choisir le moment de faire leurs enfants. Mais en même temps, elles ont eu d'autres droits, le droit de travailler. Donc, elles peuvent s'épanouir en dehors du foyer. Malheureusement, ça a été un piège pour elles. Parce qu'elles avaient pensé qu'en obtenant de travailler, d'avoir une carrière professionnelle, leurs époux allaient leur apporter soutien au foyer. Mais non, au lieu d'une seule responsabilité qui était celle du foyer, aujourd'hui, elles ont deux responsabilités. Celle du foyer et celle de la carrière professionnelle. Ce qui fait qu'il y en a qui sont vraiment perdus.
Et donc, les entreprises doivent faire l'effort de mettre en place des mécanismes qui permettent aux femmes de pouvoir supporter cette nouvelle situation que connaissent les femmes. Et l'État doit y contribuer, par exemple, avec des crèches, des maternités. C'est en cela que, par exemple, une initiative comme celle de l'hôpital Mère-Enfant, c'est une initiative importante. Ça aide les mamans. D'accord. Alors, j'ai retenu une question dans votre ouvrage. Vous avez dit, voulons-nous contracter des mariages fondés sur l'autorité ou sur l'amour? Alors, je vous repose la question, professeur. Oui, parce que dans la société traditionnelle, l'amour, enfin, le mariage reposait sur l'autorité. Dans nos villages, même en ville ici, si vous regardez bien, il y a des mariages qui reposent sur l'autorité. Quand le mari dit c'est blanc, la femme doit s'aligner. Sinon, elle est divorcée. C'est le mari qui décide ce qui se passe à la maison. La femme n'a pas son mot à dire. C'est ça qu'on appelle le mariage d'autorité. Mais dans un mariage d'autorité, il est difficile de développer l'amour maternel. Face à l'amour, au mariage d'autorité, il y a le mariage d'amour où la femme accepte son partenaire, et donc il y a un consentement. Et dans ces conditions-là, quand le mariage est un mariage d'amour, l'enfant qui naît est l'œuvre d'un amour et donc il profite de l'amour maternel. Or, vous savez qu'un enfant sans amour maternel ne peut pas bien se développer. Il ne peut pas bien se développer. D'accord. D'accord. Alors, professeur, ce sera peut-être la dernière question. À vous entendre, la femme est au centre de tout, mais aujourd'hui, très clairement, elle n'arrive pas véritablement à jouer ce rôle. Est-ce que finalement, ce sera possible un jour? Mais ça ne peut pas se faire de manière spontanée. Il faut se battre. D'où l'objet de ce travail. Pour changer les mentalités, il faut que tout le monde s'y mette. Ce livre est fait pour que chacun, où qu'il se trouve, travaille à ce que les femmes engagent de plus en plus de droits pour qu'elles prennent toute leur place dans la société. Merci, professeur Tchétché Nguessan, l'invité de la page culture, auteur de l'œuvre Le livre d'or des meilleures mamans du monde pour sauver l'amour maternel. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci. Et voilà qui met terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h, demain 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran. Ce soir, le sage nous apprend que si tu as pu manger le fruit du gros arbre, c'est le grand vent qu'il faut remercier. Excellent week-end.